Alors, Solidatech, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. En fait, on appartient à une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres, et qui est membre d'Emmaüs, dont le cœur de métier, si vous voulez, c'est plutôt la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique et smartphone. Et en fait, on est né de la rencontre entre ces ateliers du bocage d'une part et notre partenaire fondateur TechSoup, qui est une ONG américaine, un réseau en fait international de solidarité numérique, au même titre reconnu. Donc, nos bénéficiaires sont essentiellement des associations loi 1901, mais on retrouve également quelques fondations et bibliothèques publiques. Quelques chiffres clés, sachez qu'on existe depuis 2008 et que depuis 2008, il y a désormais plus de 32 000 associations qui sont bénéficiaires gratuitement de notre programme. On a pu leur distribuer quelques 500 000 outils numériques pour ce qui représente par rapport à la valeur marchande de ces outils, une économie de plus de 180 millions d'euros pour le secteur associatif. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le secteur du numérique? Essentiellement par deux biais. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Ce qu'on entend par l'outillage, il y a deux choses essentielles. D'une part, c'est tout ce qui est solutions que nous avons à notre catalogue, donc des solutions logicielles, etc., dans des domaines très variés. Là, vous en avez un aperçu avec cette cartographie. Ça va de l'outil de comptabilité à celui de gestion de projets collaboratifs, en passant par des antivirus, de la création graphique, etc. Et on a aussi bien des grandes solutions internationales comme Microsoft, Google, Adobe, etc., mais également pas mal de solutions locales françaises comme NetExplorer, AssoConnect ou TalkSpirit, par exemple. Et puis dans la partie outillage, il y a également l'aspect équipement informatique, où donc vous retrouverez un catalogue sur notre site internet qui est essentiellement constitué de matériel reconditionné justement par les ateliers du bocage dans les Deux-Sèvres, et puis une petite offre de neuf également grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Et enfin, dernier slide pour ma part, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on entend par la partie accompagnement sur le numérique pour les associations. Donc sur notre site internet, par exemple, vous avez tout un centre de ressources qui est à votre disposition avec des conseils, des tutoriels, des témoignages, etc. On envoie également à peu près une newsletter par semaine à nos bénéficiaires qui le souhaitent. Et puis, on a mis en place pas mal d'outils, comme par exemple un outil d'autodiagnostic dont il existe désormais une version complètement numérique. Des outils des études de référence comme la dernière en date avec Recherche et Solidarité sur la place du numérique dans le projet associatif. Et puis on organise à peu près un webinaire de ce type par mois, diverses formations. Et on a une super équipe support qui vous répond par mail et qui plus est par téléphone 4 jours sur 7. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de route et avant de passer la parole à Agnès, je me répète juste sur le fait que le replay sera à votre disposition d'ici 2 jours dans notre centre de ressources, le support de présentation d'Agnès également, et que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, y compris en cours de présentation, mais merci de bien utiliser l'onglet Q et R en bas à gauche de votre écran pour les poser, et sachez qu'on y répondra essentiellement à la fin. Voilà, merci beaucoup, bon webinaire à tous, et puis Agnès, c'est à toi de jouer. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc normalement, ça doit s'afficher chez vous. Yes, ça fonctionne. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir réseaux sociaux, lesquels privilégier pour votre association. Donc, appréhender les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est quoi? Les réseaux sociaux désignent les sites Internet et applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d'amis ou de relations et qui favorisent les interactions sociales entre individus, groupes d'individus ou organisations. Le réseautage social ou social networking désigne l'utilisation des réseaux sociaux.
Donc, les réseaux sociaux ont une place très importante au sein des associations. Nous avons mené une étude en 2019, la place du numérique dans le secteur associatif, une étude réalisée en partenariat avec Recherche et Solidarité. Et dans les outils utilisés, on remarque que les réseaux sociaux ont une place très importante au sein des associations, puisque 67% des associations utilisent les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont présents dans notre quotidien et on peut dire que c'est presque une obligation aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux si vous souhaitez communiquer. Donc, quelle utilité pour votre association? Donc, les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour développer votre association, que ce soit pour promouvoir et faire connaître votre association, développer une communauté autour de votre association, fidéliser votre équipe de bénévoles ou d'adhérents et communiquer à moindre coût. Donc, les réseaux sociaux, c'est un écosystème très dense. Vous avez plus de 170 plateformes sociales pour 6 grands usages que l'on retrouve dans l'étoile. Donc, publier, partager, s'échanger des messages, discuter, collaborer, réseauter. Au centre, vous allez retrouver l'écosystème Facebook avec Facebook, WhatsApp, Messenger. Et autour, vous allez avoir un premier cercle d'acteurs majeurs qui sont Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour votre association. Donc, les réseaux sociaux, comme on a pu voir sur la slide d'avant, c'est un écosystème très vaste. Là, maintenant, on va se focaliser sur les réseaux sociaux les plus utilisés en France en 2020. Donc, le premier réseau social utilisé, ça va être Facebook. Vous avez 38 millions d'utilisateurs actifs. Vous avez également WhatsApp avec 31 millions d'utilisateurs actifs. Instagram avec 20 millions d'utilisateurs actifs. Et ensuite, vous allez retrouver Snapchat, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok. TikTok, c'est un réseau social qui a fait son apparition dans ce classement, notamment suite au premier confinement d'il y a un an. C'était déjà un réseau social qui était en plein essor, mais qui a clairement été propulsé lors du confinement. Et ça a été parmi le top 10 des applications les plus téléchargées pendant cette période. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 76% des Français qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, il est fort probable que votre cible y soit aussi et qu'elle soit également présente sur un ou plusieurs réseaux sociaux qui sont les plus populaires en France. Donc, choisir les bons réseaux pour votre association. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, choisir le bon réseau pour votre association, ça va aussi dépendre de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Ça va également dépendre de la nature de votre audience que vous souhaitez toucher. Certains réseaux seront par conséquent indispensables et d'autres seront complètement inutiles. Le choix va aussi dépendre de vos ressources humaines et du temps que vous pourrez consacrer à la gestion des réseaux sociaux. Plus vous allez multiplier les réseaux sociaux, plus cela va vous demander du temps. Donc, faisons maintenant un focus sur Facebook. Donc, Facebook, c'est le leader des réseaux sociaux. C'est vraiment la plateforme sociale de référence en France. Facebook compte de nombreux utilisateurs actifs, comme on a pu voir tout à l'heure. Et ça entraîne une pluralité des profils qu'on va le retrouver sur Facebook. Toutes les catégories de personnes y seront présentes. Vous avez 32% des utilisateurs qui représentent la tranche 25-34 ans. Et Facebook, c'est vraiment le réseau grand public. Donc, pourquoi être sur Facebook? Alors, Facebook, je ne peux pas vous dire que c'est une obligation d'y être, mais on a vu clairement que c'est un réseau sur lequel qui est le plus utilisé en France. Donc, il peut être conseillé effectivement d'être présent sur ce réseau. Donc,
Pourquoi faire? Pour pouvoir construire une première communauté et la fidéliser. Pour publier des informations générales de votre association, vous allez pouvoir relayer des photos, des vidéos et également relayer du contenu de votre site internet ou votre blog et donc de relayer votre actualité et des liens. Alors, quand publier? Alors, ce que je vais vous dire là, ça va être valable pour tous les réseaux sociaux. Il existe effectivement des tendances pour savoir quels sont les meilleurs jours et les meilleurs horaires de publication. Mais je tiens bien à préciser que ces informations sont uniquement données à titre indicatif. Ça peut être bien si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, ça peut vous donner une indication de quel jour publier et à quelle heure. Mais ça sera vraiment ensuite à vous d'analyser vos publications et ensuite à vous de déterminer quels sont les meilleurs jours et les meilleurs horaires. Voilà, donc j'insiste vraiment que c'est uniquement à titre indicatif et que ça sera ensuite à vous d'établir vos propres heures et jours. Donc sur Facebook, la tendance, ça serait quand même de publier plutôt en fin de semaine, donc le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, et plutôt effectivement sur l'après-midi entre un créneau de 13h et 16h. Et à savoir que le week-end obtient un meilleur taux d'engagement. Voilà. Donc, quelques conseils sur Facebook. Facebook, c'est vraiment un réseau social très humain. Donc, il faut vraiment que vous optiez pour une communication qui soit abordable. On n'est pas sur une communication institutionnelle, on s'adresse directement au grand public. Donc, d'où une communication abordable. Et misez également sur des publications qui vont inciter à la réaction des internautes. Ce qui va bien fonctionner, ça va être tout ce que vous allez publier pour montrer les coulisses de votre association, des photos, des vidéos, et également, pourquoi pas, des jeux concours. Voilà. Donc ça, c'est des exemples qui vont également inciter à la réaction des internautes. Donc Instagram. Donc Instagram, ça a été lancé en 2010 et ça a ensuite été racheté par Facebook il y a quelques années. Donc c'est un réseau social qui aujourd'hui est en pleine croissance et qui est devenu le réseau le plus populaire auprès des moins de 35 ans, puisque vous avez 71% des utilisateurs qui ont moins de 35 ans. Et donc Instagram va plutôt être le réseau des jeunes adultes. Donc, à savoir que Instagram, c'est une application mobile. Vous pourrez consulter Instagram via votre ordinateur, mais vous pourrez publier du contenu uniquement via votre téléphone. Donc, ce réseau social va permettre de pouvoir partager vos photos et vos vidéos avec vos abonnés sur smartphone. Donc, Instagram, pourquoi y aller? Quels sont les objectifs? Ça va permettre de mettre en valeur votre association. Vous allez pouvoir montrer vos activités, vos services, vos produits, donc toujours en images, et améliorer la visibilité donc, de votre association. C'est aussi un bon vecteur pour se rapprocher de votre communauté. Vous allez pouvoir établir une relation de proximité et de confiance. Donc là aussi, ce qui marche également très bien, c'est de montrer les coulisses de votre structure. Donc, quand publier, là aussi, la tendance serait plutôt le lundi, mercredi, jeudi, et plutôt de 7h à 9h ou après 17h. Donc, Instagram, comme de nombreux autres réseaux sociaux, ce sont des outils de divertissement. Donc, par conséquent, on va plutôt publier soit au réveil, soit quand les personnes vont être en transport en commun, donc avant l'arrivée au travail, peut-être plus sur la pause déjeuner et également après la journée de travail, ou peut-être après 17h. Voilà. Quelques conseils. Donc Instagram, comme on l'a dit, c'est vraiment le pouvoir des photographies et des vidéos. Et donc, il faut vraiment avoir une identité visuelle qui soit forte. Si vous avez une charte graphique au sein de votre association, n'hésitez pas à la ressortir et à l'appliquer en créant des petits visuels, en faisant des photos qui correspondent à votre identité graphique. Utilisez également des hashtags pertinents pour pouvoir retrouver du contenu, pour pouvoir identifier les tendances. Et vous pouvez également communiquer au travers d'influenceurs. Vous avez beaucoup d'influenceurs sur Instagram, sur de nombreux domaines d'activité.
Donc, il est fort probable également que vous ayez des influenceurs qui touchent vos activités. Donc, vous pouvez aussi communiquer au travers des influenceurs. Autre précision que je tenais à apporter, c'est valable également pour les réseaux sociaux, enfin dans son intégralité, mais également Instagram, puisque c'est vraiment axé sur la photographie. Soyez bien vigilants sur l'utilisation et le partage des photos. Faites bien attention et respectez le droit à l'image. Alors, Snapchat. Snapchat, le principe, c'est de pouvoir publier du contenu à un instant présent sur une durée limitée. Donc, Snapchat, c'est vraiment un réseau avec du contenu éphémère. C'est également un réseau social qui est entièrement dédié au mobile et il s'adresse principalement aux jeunes. Vous avez 38% des utilisateurs qui représentent la tranche 18-24 ans. Donc, ce réseau est également très facile d'utilisation. Donc, il vise à partager l'instant présent et à capturer les moments spontanés de votre association. Donc, je vais me le répéter, mais c'est vraiment ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Partager l'instant présent, une fois de plus, ça revient à montrer les coulisses de votre association. Également, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez des actions sur le terrain et pour lesquelles vous souhaitez sensibiliser les jeunes, clairement, ça peut être un réseau social à adopter au sein de votre association. Voilà. C'est également, pourquoi pas, si vous souhaitez rajeunir l'image de votre association, utiliser Snapchat, ça peut être bien pour vous faire connaître et donc rajeunir, ce que je viens de dire, l'image de votre association. Quand publier, les jeunes seraient plutôt connectés tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Mais là aussi, c'est un outil de divertissement. Donc, les jeunes sont en cours sur la journée. Donc, il y a quand même la tendance qui montre que le taux d'engagement est le plus élevé en fin de journée, donc plutôt entre 22h et 1h du matin. Ah oui, pardon, nos conseils, j'allais oublier. Pardon. Il est important d'être créatif, original, amusant. Snapchat propose énormément de filtres, donc n'hésitez pas à les utiliser. Snapchat, c'est également du contenu éphémère, comme on a pu dire. Donc, n'hésitez pas à publier plusieurs fois par semaine, peut-être par jour si vous pouvez. Et enfin, si vous souhaitez vous lancer sur Snapchat, mais vous ne savez pas comment ça utilise, vous avez probablement des jeunes au sein de votre association qui pourront vous former sur ce réseau social. Twitter. Donc, Twitter, c'est l'information en temps réel. Twitter mise vraiment sur la spontanéité, le traitement de l'actualité et des tendances. Donc, Twitter, c'est également une plateforme qui sera très fédératrice et vous allez pouvoir retrouver beaucoup de profils différents. Donc, investir Twitter offre l'avantage de toucher une cible multiple et on peut voir également que la tranche d'âge est assez large puisqu'elle touche entre 24 et 44 ans et que ça représente 49% des utilisateurs. Alors, quel objectif sur Twitter? Twitter, ça va être un très bon outil pour faire de la veille et par conséquent aussi contrôler votre e-réputation. C'est un réseau d'actualité, donc il faut vous relayer votre actualité lorsque vous participez par exemple aussi à des événements ou relayer aussi vos projets en cours ou pourquoi pas vos projets futurs. Et donc, c'est aussi un bon outil pour améliorer votre visibilité. Quand publier sur Twitter, ça va clairement dépendre de votre association, de votre activité et de votre cible. La tendance est plutôt quand même de publier du lundi au vendredi. Les utilisateurs viennent chercher les dernières actualités, donc ça va être pareil, ça va être au matin au réveil, sur la pause déjeuner et éventuellement le soir, donc entre 7h et 9h et entre 11h30 et 13h30. C'est vraiment une estimation. Mais si effectivement vous touchez une cible qui n'est pas professionnelle, il faudra effectivement miser sur ces heures en dehors du travail. Si vous savez que votre cible sur Twitter, c'est un réseau professionnel, eh ben, ça sera le contraire, on va plutôt publier en journée.
Quelques conseils sur Twitter, utilisez des hashtags adaptés. N'hésitez pas à utiliser aussi des mentions, à mentionner des personnes, des profils, des comptes. Soyez concis, vous êtes limité sur Twitter à 280 caractères et ne pas oublier de partager du contenu visuel. Et il faut également publier très régulièrement, vu qu'on est vraiment sur un réseau d'actualité, vous avez énormément de tweets par minute, donc il faut également publier très régulièrement, plusieurs fois par semaine. LinkedIn, c'est vraiment le réseau pour le coup des opportunités professionnelles. Vous avez 70% des utilisateurs qui représentent la tranche 24-54 ans. Donc, comme on a dit, LinkedIn, c'est le réseau 100% professionnel. Quel objectif LinkedIn, ça va pouvoir être utile pour crédibiliser votre association aux yeux des professionnels. Donc, ça va être très bien pour présenter votre association, promouvoir vos activités, montrer votre savoir-faire. C'est également un bon moyen pour développer votre réseau, que ce soit des bénévoles ou des donateurs. Je vais revenir sur le côté bénévole. Effectivement, LinkedIn, c'est aussi un bon moyen pour valoriser vos bénévoles, puisque en tant que bénévole, donc vous avez un profil, et sur LinkedIn, il est maintenant possible, depuis quelques temps, de pouvoir remplir dans les champs ces missions et ces engagements associatifs, et donc, par conséquent, citer votre association. Donc, vous allez pouvoir également mettre en avant vos bénévoles et leurs actions sur le terrain. Et au-delà également de développer son réseau, il faut aussi savoir sur LinkedIn que vous avez beaucoup de professionnels qui se contactent entre eux. C'est vraiment aussi une plateforme d'échange pour obtenir des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience. Donc, c'est vraiment aussi un outil d'échange au sein du milieu professionnel. Quand publier, donc là, pour le coup, on est vraiment sur un réseau professionnel. Donc, par conséquent, on va publier sur des jours en semaine, plutôt du lundi au vendredi, et sur des heures de journée avec une dominance entre 10h et 11h. Clairement, par contre, sur LinkedIn, le week-end et les heures après le travail sont souvent les pires moments pour publier. Donc, nos conseils, n'hésitez pas à partager vos expériences associatives, utilisez des hashtags adaptés et également utiliser des mentions. Et misez clairement sur la qualité du contenu plutôt que sur la quantité. Et toute cette qualité va permettre de mettre en avant justement votre professionnalisme et votre savoir-faire. Un point également que je n'ai pas précisé, contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est que LinkedIn, leurs publications ont une durée de vie beaucoup plus longue que par exemple sur Twitter ou que sur Facebook. J'étais un peu trop vite. Et le nouveau réseau tendance, c'est TikTok, qui est l'application de partage de vidéos. Donc, c'est le nouveau réseau social des adolescents. Vous avez 75% des utilisateurs qui représentent la tranche 18-24 ans. Et TikTok serait quand même un réseau plutôt féminin. Donc, quel objectif Donc, c'est pareil, vous allez pouvoir proposer des challenges. Donc, TikTok repose vraiment sur le fait de proposer des défis. Donc, vous allez pouvoir proposer des challenges pour votre association à votre communauté. C'est également un bon outil pour sensibiliser les plus jeunes à votre cause, par exemple pour la protection de l'environnement, la lutte contre les discriminations, et vous allez pouvoir humaniser votre association. Donc là aussi, les jeunes sont plutôt connectés tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, plutôt également le matin et en fin de journée, donc de 7h à 9h et de 15h à 22h. Donc c'est vraiment là aussi un outil de divertissement. Donc la journée de cours ou de travail, c'est vraiment le pire moment pour publier sur TikTok. Quelques conseils, être pédagogue tout en restant ludique et léger. On touche une cible très large, une cible très jeune, je voulais dire. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est des choses légères, des choses ludiques. Et également, soyez bien vigilants aux messages transmis sur TikTok parce que c'est un réseau qui attire des jeunes, des très jeunes. On estime quand même que la moyenne, c'est 13-24 ans, mais vous avez des jeunes en dessous de 13 ans également qui sont sur ce réseau-là. Voilà.
Donc, comment gérer efficacement vos réseaux sociaux? Donc, peu importe le ou les réseaux sociaux que vous déciderez de choisir, il y aura toujours une logique commune. Il faudra toujours pouvoir créer un compte ou un profil. Il faudra toujours soigner votre présentation. Voilà, c'est la porte d'entrée, la carte d'identité de votre association. Vous devrez rencontrer d'autres utilisateurs. Parler de soi, c'est bien, mais c'est bien d'aller à la rencontre des autres utilisateurs et d'interagir avec eux et avec leurs publications. Ça veut dire aimer les publications aussi des autres, partager les publications des autres et les commenter. Sur tous les réseaux sociaux, il faudra également publier régulièrement. Il n'y a rien de pire que de voir un compte qui n'est pas été alimenté depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Ça renvoie plutôt à une image négative de vos structures. Donc, pensez bien à publier régulièrement. Et dans vos publications, bien pensez à favoriser l'engagement avec des call to action, contactez-nous, venez nous rencontrer. Pensez à mettre des hashtags et pensez bien aussi à mentionner des comptes, des personnes ou des associations. Quelques astuces pour bien communiquer. Donc, effectivement, on n'a pas de recette magique sur la communication, mais quelques bonnes pratiques qu'on peut vous donner. Donc, sélectionnez bien vos réseaux sociaux en fonction de votre stratégie, de votre cible et de vos objectifs. Et bien prendre en compte les ressources allouées, qu'elles soient financières, matérielles, immatérielles ou humaines. Comme j'ai pu le dire précédemment, plus vous sélectionnerez des réseaux sociaux, plus vous aurez besoin de ressources. Menez également une stratégie de veille pour pouvoir déterminer les tendances, les sujets d'actualité. Définissez bien votre ligne éditoriale, quelle tonalité aborder sur chaque réseau social. Vous pouvez très bien parler d'un même sujet, mais vous ne l'aborderez pas de la même façon sur Facebook, sur LinkedIn ou sur TikTok. Donc, définissez bien votre ligne éditoriale et la tonalité à apporter sur vos réseaux. Choisissez également des visuels percutants. On est à l'ère du visuel. Les plateformes des réseaux sociaux ne cessent d'évoluer pour laisser toujours une place de plus en plus importante à l'image. Donc, pensez à utiliser des images libres de droit et à utiliser des visuels percutants et qui répondent aussi à la charte graphique de votre association. Vous pouvez aussi intégrer des outils de gestion pour gagner du temps sur vos programmations. Et appréhender aussi vos statistiques, c'est vraiment important. Vous allez analyser les publications qui auront marché, celles qui auront moins bien fonctionné, et pour pouvoir ensuite établir des pistes d'amélioration. Donc, en bonus, vous pourrez retrouver donc, dans votre centre de ressources une boîte à outils qui vous donnera toutes les astuces pour mettre en place une bonne stratégie de communication digitale. Vous y retrouverez par exemple notamment des outils de veille, des outils de programmation comme Hootsuite, Buffer, Swello, des banques images libres de droit comme FreePix, Pixabay, Pixel. Voilà, c'est un document qui est très complet et donc ça peut être un bon moyen pour mener également vos stratégies de communication. On va faire un petit focus sur les réseaux sociaux alternatifs. Voilà. Donc, vous avez Diaspora qui est un équivalent de Facebook. Donc, ça a été créé en 2010 aux États-Unis et mis à disposition du public en 2012. Donc, c'est un réseau social libre, décentralisé. Ça veut dire que toutes vos données ne sont pas stockées au même endroit et c'est même vous qui pourrez choisir où vous souhaitez stocker vos données. Et il respecte votre vie privée. Les données ne sont pas revendues. Vous pouvez utiliser des pseudonymes. Voilà. Diaspora est une alternative à Facebook. Vous retrouverez des fonctionnalités similaires et j'ai envie de dire des fonctionnalités propres à tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire envoyer des messages, des liens, des photos, des vidéos. Vous pourrez toujours également réagir, commenter, repartager, aimer les publications des uns et des autres. Vous pourrez également suivre les actualités, les tendances. Vous pourrez également marquer votre centre d'intérêt en utilisant des hashtags. Et vous pourrez aussi mentionner des contacts. Par contre, certaines fonctionnalités proposées par Facebook n'existent pas sur Diaspora.
vous avez plutôt des fonctionnalités minimes, comme par exemple, vous ne pourrez pas indiquer sur Diaspora votre humeur ou votre activité. Bon, ça, c'est pas trop embêtant. Vous pourrez également mettre en forme, ce que Facebook ne propose pas, mettre en forme vos publications avec du gras ou de l'italique. La différence aussi majeure, par contre, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'association, vous créez une page. Vous devez créer une page sur Facebook. Diaspora ne fait pas la différence entre un profil et une page. Donc, même au nom de votre association, ce sera un même compte. Donc, Diaspora ne laisse pas la possibilité de créer de pages ou de groupes. Et une autre fonctionnalité possible, c'est que vous pourrez choisir votre audience pour partager votre contenu si vous souhaitez que votre contenu soit partagé de façon publique ou de façon privée. Mastodon, qui lui est l'équivalent de Twitter, donc c'est un réseau social qui a été créé en 2016 en Allemagne. Donc c'est également un réseau social libre et décentralisé. Vous n'aurez pas de publicité, vous n'aurez pas non plus de messages sponsorisés, vous n'aurez pas non plus d'algorithme qui mettra en avant un message plutôt qu'un autre. C'est une interface qui ressemble à TweetDeck. Donc, je ne sais pas si certains connaissent TweetDeck. TweetDeck, c'est une plateforme qui permet de gérer plusieurs réseaux sociaux. Et donc, contrairement à l'apparence habituelle des réseaux sociaux où vous avez une timeline, un fil d'actualité, là, Mastodon se représente en 4 colonnes. Donc, également à savoir que sur Mastodon, on ne tweete pas, mais on publie des poètes. Donc, la première colonne, je vais juste revenir en arrière, donc justement pour parler de cette interface qui change des autres réseaux sociaux, c'est que vous avez une première colonne où vous allez publier vos poètes, vous avez une deuxième colonne où vous allez pouvoir voir les publications des autres, une troisième colonne qui va correspondre aux notifications et une quatrième colonne que vous pourrez personnaliser selon vos menus. Donc, en final, sur Mastodon, c'est presque tout pareil. On suit des comptes vous suivent, on a une timeline, on peut également mettre des mentions et des hashtags. C'est presque tout pareil, puisqu'également la différence de Mastodon, qui est le point commun aussi avec Diaspora, c'est que vous pourrez également choisir la confidentialité de vos poètes, savoir si vous voulez que ce soit public ou privé. En conclusion, eh bien, à vous de jouer. Donc, ne vous lancez pas tête baissée et ne vous inscrivez pas tout de suite sur tous les réseaux sociaux. Faites d'abord un état des lieux. Déterminez bien votre identité, vos valeurs, vos activités, votre historique. Déterminez bien votre cible, auprès de qui vous souhaitez communiquer. Est-ce que vous souhaitez plutôt communiquer auprès des jeunes ou auprès des seniors? Est-ce que vous souhaitez communiquer au grand public ou plutôt un réseau professionnel? Définissez également bien vos objectifs. Est-ce que vous défendez une cause? Est-ce que vous souhaitez déclencher une action? Est-ce que vous apportez un service? Ensuite, choisissez bien vos réseaux sociaux en fonction de votre stratégie. Donc, est-ce que vous allez sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat? Animez-les également régulièrement, comme on a pu voir précédemment. Tous réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux qui demandent vraiment plusieurs publications par semaine. Donc, si vous décidez d'y aller, il faut vraiment tenir le rythme. Visez-vous des objectifs réalistes. Il faut mieux aller sur moins dans un premier temps et se donner des objectifs réalistes et des objectifs que vous atteignez plutôt que d'aller sur tout de suite et de ne pas tenir dans la durée. Et ensuite, c'est vraiment important, il faut vraiment évaluer. Définissez bien, donc, comme j'ai déjà dit, vos points positifs, vos points négatifs pour ensuite améliorer vos pistes, pour ensuite améliorer vos publications. Voilà. Je vous remercie et je vais repasser la parole à Lauriane. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, pour ne rien te cacher, il y a tout plein de questions.
Il y a tout plein de questions. On a répondu à une petite partie d'entre elles par écrit avec Abby, mais comme convenu, on va surtout passer les 20 dernières minutes du webinaire sur ce sujet-là. On est très nombreux aujourd'hui, hein. On est pas loin d'être 500 pour vous donner une idée. Donc, on en voit certains qui s'impatientent déjà qu'on ne puisse pas répondre à leurs questions. Je suis désolée, mais on va vous demander un petit peu d'indulgence. On ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui. On va essayer pour autant de prendre les questions les plus variées et représentatives possibles qu'on a vu passer avec Abby. Mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Alors, écoute Agnès, il y a eu notamment vers le début, tu as parlé des influenceurs. Il y a eu pas mal de questions à ce sujet-là. Des gens qui se demandaient en fait concrètement comment faire pour en trouver, comment faire pour les démarcher. Est-ce qu'il existait peut-être carrément des listes entre guillemets toutes faites où on pourrait trouver selon son domaine des influenceurs à démarcher. Comment est-ce que nous on s'y prendrait si on voulait faire quelque chose comme ça? Le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de passer par vraiment une phase importante de veille, de vraiment être actif sur les réseaux sociaux pour pouvoir déjà déterminer les tendances, quelles sont les tendances actuelles. Et ensuite, c'est vraiment ce travail de veille, enfin, c'est un travail qui peut être conséquent, mais c'est vraiment la veille qui fera que vous allez pouvoir trouver, creuser et trouver vos influenceurs. Et les influenceurs, c'est plus ils vont être connus, plus ils auront un nombre d'abonnés de plus en plus élevé. Donc là aussi, des fois, on a tendance à vouloir être gourmand et tout de suite prendre le meilleur influenceur avec le meilleur nombre d'abonnés. Mais il faut mieux commencer par des jeunes influenceurs, des influenceurs qui débutent, qui seront une relation plus proche, qui seront plus disponibles. Et ensuite, au fur et à mesure, vous pourrez contacter d'autres influenceurs au fur et à mesure. Très bien. Un autre sujet qui a suscité pas mal de questions, c'était sur les hashtags. Tu en as notamment particulièrement parlé forcément pour Twitter et Instagram. Et les gens se demandaient notamment quel hashtag était pertinent, combien en mettre par publication. Voilà, comment est-ce qu'on sait quels sont les hashtags pertinents par rapport au post qu'on fait? Déjà, ce qui est important, c'est de prendre vraiment des hashtags qui correspondent, vous, à votre secteur d'activité. Le but, c'est pas de mettre 3 lignes de hashtags parce que c'est tendance aussi. Donc déjà, bien aussi en sélectionner qui correspondent à votre publication, à votre secteur d'activité. Et vous avez également des outils en ligne qui permettent de déterminer les hashtags les plus populaires. Qui s'appelle Hashtagify. Alors, j'ai pas un très bon accent anglais, je suis désolée. Honteux. Voilà, qui détermine les hashtags tendances. Et notamment aussi sur Twitter, vous avez les tendances actuelles dans les hashtags en fonction des actualités du jour, en fonction de diverses tendances. Mais vous pouvez aussi reprendre les hashtags du jour, les hashtags top tendances qui sont présentés sur les réseaux. Très bien. Et en question en complément sur les hashtags sur Facebook, quelle différence tu ferais entre les hashtags sur Facebook et les mentions arrobase? Dans quel cas tu utilises lequel? Donc sur Facebook, il y a des avis un peu partagés, en tout cas sur le fait des hashtags. C'est pas un réseau social qui utilise énormément d'hashtags. Moi, je pense qu'on peut les utiliser, c'est pas un souci. Je pense que par exemple, ça peut être bien pour mettre en avant des mots-clés dans ses publications. Ça peut être bien d'en glisser quelques-uns. Mais en tout cas, voilà, juste pour compléter, c'est que les hashtags, c'est pas forcément sur Facebook que le hashtag aura le plus de portée. Ensuite, plutôt mettre des hashtags vraiment sur des mots-clés dans ses publications. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Solidatech, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien avec Lorraine et Abby. Si on va parler de numérique, de solutions numériques pour les associations, on va mettre des hashtags sur nos mots-clés numérique, association. Et on va utiliser plutôt la mention quand on va, par exemple, relayer notre étude de recherche et solidarité, menée en partenariat avec Recherche et Solidarité. Là, on va plutôt les mentionner en partenariat avec, et on va mentionner Recherche et Solidarité. Donc la mention, c'est vraiment plutôt, on va interpeller
une personne, interpeller une structure pour qu'ils puissent eux aussi rebondir à notre publication. Donc l'objectif entre les hashtags et les mentions ne sont pas les mêmes. Les hashtags, c'est vraiment pour pouvoir référencer nos publications à travers des mots-clés. Les hashtags, ça va être bien pour déterminer les tendances ou refaire de la veille. Et les mentions, c'est vraiment pour interpeller quelqu'un ou une structure. Très bien, c'est clair. Je te remercie, Agnès. On avait une question, je ne retrouve plus la formulation exacte là, mais une question de Catherine qui nous demandait si on avait un ordre d'idée du nombre d'heures à consacrer par semaine pour animer, par exemple, 3 réseaux sociaux. Alors, je pense que tu as une bonne idée de la réponse, comme en l'occurrence, Catherine, c'est exactement ce qu'on gère chez nous, 3 réseaux sociaux. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé dans la présentation, mais il faut se dire aussi que les réseaux sociaux, c'est un travail d'équipe. C'est important aussi de le préciser. Il ne faut pas être tout seul à tout gérer. Donc, voilà, bien préciser que c'est un travail d'équipe. Donc, effectivement, par exemple, pour 3 réseaux sociaux, c'est un bon exemple parce que c'est ce qu'on utilise au sein de Solidatech. Donner une durée, j'ai envie de dire, c'est un peu aléatoire au fil des semaines, mais on consacre bien peut-être 1 heure par semaine pour vraiment faire de la veille. Ça va être de la veille pour trouver, nous, des sujets à relayer, mais également dans cette veille, on va forcément trouver aussi des sujets d'actualité, des sujets qui vont nous intéresser aussi, des sujets de se dire, bah, ça, c'est pas pour les réseaux sociaux, mais ça va peut-être être un sujet pour autre chose. Donc la veille, c'est vrai que c'est plutôt long, mais ça sera utile pour vos réseaux sociaux et autres supports de communication. Après, au-delà de la veille, on a une charte éditoriale, donc ce qui va permettre de pouvoir checker rapidement si nos sujets rentrent ou pas dans les sujets qu'on souhaite communiquer. Donc, on va gagner du temps sur ça. Et ensuite, on va pouvoir utiliser des outils de programmation. Donc, nous, à Solidatech, on utilise Swello, mais il existe plein d'autres outils en ligne. Et là, c'est clairement un gain de temps où on va consacrer peut-être une demi-heure dans la semaine où on va programmer toutes nos publications pour la semaine, aussi bien sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, nous, c'est les 3 réseaux sociaux sur lesquels on est. Donc, j'ai envie de dire vraiment entre veille et programmation, compter en moyenne peut-être 1 heure et demie. C'est vraiment aléatoire. Et ensuite, dans la gestion de la semaine, ça va être vérifier s'il y a eu des commentaires et dans ces cas-là, y répondre. Ça va vérifier s'il y a des personnes qui ont partagé nos publications et donc on va aimer leur partage. Ça va être également vérifier également sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes qui nous ont mentionné et dans ces cas-là, on va leur répondre aussi. Vérifier qu'on n'a pas eu reçu des messages privés également. Donc après, au fil des jours restants, on va plutôt surveiller ce qui se passe plutôt que vraiment être actif, en tout cas dans la recherche de sujets et dans la veille, et dans la programmation. Très bien. Merci Agnès. Pour en l'occurrence Catherine qui est toute seule, elle, à gérer les réseaux sociaux. Mais c'est possible aussi Catherine. Au moins vous serez d'accord avec vous-même pour les programmations. Après, juste pour les personnes dans ces cas-là qui peuvent être seules à gérer, en tout cas, ne pas hésiter à solliciter les uns et les autres aussi pour se dire quelles sont les actualités, toi, de ton côté, quels sont les projets qu'on pourrait mettre en avant. Et même si vous êtes vraiment seul, en tout cas, à les gérer, ne pas quand même hésiter à solliciter vos collaborateurs qui, eux, peuvent avoir des sujets à relayer et que vous, ça vous fera gagner du temps dans votre recherche de sujets. Complètement. Je vais y répondre à l'oral parce que même si je l'ai fait quelques fois par écrit, je vois que c'est un sujet aussi qui intéresse, donc je préfère que tout le monde l'entende également. Une question par exemple, mais pas que du coup, de Marc qui nous demande l'audience des réseaux alternatifs comme par exemple Diaspora et Mastodon. L'audience est vraiment assez limitée parce que là j'ai juste le chiffre à vous donner comme ça pour Diaspora, mais à l'échelle internationale, Diaspora c'est 750 000 utilisateurs à peu près, alors que pour revenir sur les chiffres que donnait Agnès au début sur les autres réseaux sociaux, par exemple, voilà, si on est sur un Twitter, c'est 14,5 millions d'utilisateurs juste en France. Donc ça vous donne une idée un petit peu du ratio. Donc c'est sûr que ce sont des réseaux sociaux de niche, pour le moment du moins, à l'heure actuelle. Mais après, voilà, ça peut aussi être pour d'autres motivations que vous vous tournez vers ces réseaux-là. Donc c'est tout à fait faisable aussi pour être cohérent par rapport
à vos sujets. On a eu pas mal de questions aussi sur les outils de gestion. Tu en as évoqué 2-3 exemples très rapidement au moment de la boîte à outils. Et nous, par exemple, on utilise Swello. Donc, tu peux peut-être faire un petit retour d'expérience sur le sujet, Agnès. Et puis moi, pendant ce temps-là aussi, je vais vous mettre dans le chat un article qu'on a fait dans notre centre de ressources à ce sujet qui vous présente, je ne sais plus, Swello et un autre Buffer peut-être, ou je sais plus. Donc, également à savoir, donc vous avez des outils pour programmer sur les réseaux sociaux, mais vous avez par exemple sur la plateforme Facebook, vous avez directement aussi un outil de programmation qui est directement intégré sur Facebook. Sur Twitter, vous avez TweetDeck qui est un outil gratuit qui permet également de programmer directement ces tweets. Et vous avez par exemple sur LinkedIn, où vous n'avez pas d'outil de programmation sur LinkedIn. Pour faire un retour d'expérience, nous, en tout cas, au sein de Solidatech, les outils de programmation, on les utilise depuis presque 1 an. Et du coup, ça posait vraiment problème qu'on ne puisse pas programmer sur LinkedIn. Sinon, on faisait autrement pour Facebook et pour Twitter. Et donc, il y a aussi d'autres réseaux sur lesquels vous ne pouvez pas publier. Donc, nous, on a choisi Swello. C'est une plateforme qui est vraiment très intuitive, qui est simple d'utilisation. Vous avez uniquement à paramétrer vos comptes. Enfin, voilà, en fait, vous rentrez votre nom de compte de Twitter, de Facebook, de LinkedIn sur la plateforme et le lien ensuite se fait automatiquement. C'est vraiment très intuitif, très simple d'utilisation. Vous pouvez écrire vos posts que vous pouvez laisser en brouillon parce que vous n'êtes pas forcément inspiré sur le moment pour finir la fin de votre paragraphe, parce que vous devez partir en réunion, parce que vous recevez un appel téléphonique. Donc voilà, vous pouvez enregistrer dans les brouillons et vous pouvez ensuite reprendre votre brouillon pour pouvoir le terminer et ensuite vous sélectionnez le jour, vous sélectionnez l'heure et vous programmez. Et ensuite, vous avez un onglet publication programmée et vous pouvez voir toutes vos publications programmées sur Facebook. Un autre onglet sur Twitter où vous avez toutes vos programmations publiées sur Twitter et ainsi de suite pour chaque réseau social que vous aurez choisi. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation et ça permet vraiment de gagner du temps au quotidien. Merci Agnès. Pas mal de questions comme par exemple de la part de Stéphanie ou encore Clarisse sur le sujet de la ligne éditoriale ou charte éditoriale. Voilà, si concrètement, en quoi ça peut consister, si on a un exemple. Alors la charte éditoriale, c'est vrai que c'est un bon document. Faut pas que le nom, en tout cas, vous fasse peur. C'est un nom des fois qui peut faire peur. C'est vraiment un document, en tout cas, très simple. Nous, au sein de Solidatech, c'est un fichier Word, hein, donc c'est tout basique. Ça fait 2 pages. Et en fait, dedans, c'est vraiment l'intérêt de se dire que c'est vraiment un document de référence pour l'équipe. Moi, demain, je ne suis pas à l'abri d'être malade et que du coup, Abby ou Lorraine se retrouvent à gérer les réseaux sociaux. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est un document de référence, que peu importe au sein de l'équipe qui va travailler sur les réseaux sociaux, ils sachent quels sont nos objectifs sur chaque réseau social, quels sont les sujets qu'on va relayer sur chaque réseau social, à quelle fréquence, quels vont être également les points de vigilance. Donc attention à l'orthographe, attention à la qualité des visuels, que ce ne soit pas des visuels pixelisés. Donc c'est vraiment notre charte interne de communication qui va vraiment permettre de déterminer les sujets à relayer. Une charte, ça peut être très bien aussi valable donc, pour les réseaux sociaux, mais vous pouvez très bien aussi imaginer une charte éditoriale pour votre site internet, une autre charte éditoriale pour vos mailings et X en fonction de X outils de communication que vous utilisez. Il faut vraiment se dire que c'est un document de référence et c'est vrai que c'est un document qui est très pratique au quotidien. Complètement. Et bien justement, un petit peu, ça fait bien la liaison avec ce sujet de ligne éditoriale. Est-ce qu'on peut publier les mêmes posts, les mêmes sujets, etc. sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on est ?
Euh, J'ai envie de vous dire oui et non, donc c'est pas vraiment une réponse. J'ai envie de dire, ça dépend vraiment des réseaux. Vous avez quand même des réseaux où on va toucher une cible large, donc j'ai envie de dire oui, clairement, vous pouvez publier les mêmes sujets. Mais parce que vous n'allez pas vous adresser aussi à la même audience, vous n'allez pas aborder sous le même angle ou la même tonalité. Euh, et il y a des sujets qui vont peut-être intéresser effectivement par exemple, plus une cible professionnelle. Par exemple, si je donne un exemple, vous souhaitez vraiment mettre en avant votre expertise, un savoir-faire sur un sujet bien particulier, LinkedIn sera effectivement plus approprié. Un jeune de 13 ans qui est sur TikTok, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va l'intéresser? Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre en fonction de votre sujet que vous souhaitez relayer. Donc, il faut se dire que en soi, rien n'empêche de publier le même sujet sur tous les réseaux sociaux, mais il va falloir vraiment adapter le contenu. Enfin, déjà se poser la question, est-ce que le contenu va intéresser mon public? Et ensuite, vraiment l'adapter en fonction de votre audience. Si c'est un public jeune, vous ne l'apporterez pas de la même façon que si c'est un réseau professionnel. Mais par exemple, voilà, je donne un autre exemple, en tout cas de Solidatech, il y a plusieurs sujets qu'on relaie aussi bien sur Twitter que sur LinkedIn. On peut retrouver le même sujet, mais qui ne sera pas formulé de la même façon. Et d'autres sujets où on va se dire non, c'est pas la place de ce sujet-là sur Facebook ou c'est pas la place sur LinkedIn. Très bien. On a plusieurs personnes aussi, comme notre, Clarisse, qui nous demande sur Facebook quel type de page prendre pour avoir un accès à plusieurs, entre les comptes, les pages. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui demandait entre les pages, les groupes, qu'est-ce qui vaut mieux. Moi, Agnès, j'aurais tendance à recommander une page, et pas un groupe, et pas un compte, et pas une personne, on est d'accord? Oui, parce qu'il faut vraiment faire la différence en tout cas, c'est qu'en tant qu'individu, donc c'est-à-dire moi en tant qu'Agnès, j'ai un profil. Et au nom de Solidatech, c'est vraiment une page. Le profil, c'est vraiment un individu, une personne, et une page, ça va vraiment être une structure, une organisation, une association. Donc si vous voulez vraiment faire parler de votre association, en tout cas entre la page et le profil, il faut prendre la page. Ça, c'est sûr. Ensuite, un groupe, c'est même si votre groupe, vous pouvez l'ouvrir à tous, vous aurez quand même moins d'audience sur un groupe que sur une page. Une page, ça va être très bien pour publier ce qui se passe au sein de votre association. Un groupe, ça va plutôt être comme un, j'ai envie de dire, je dis vraiment comme, hein, c'est vraiment un exemple, mais un groupe, ça va plutôt être peut-être si vous souhaitez vous référer sur un sujet en particulier où vous devenez l'expert vous souhaitez prendre position sur un sujet précis où chacun pourra poser des questions, mais vous, en tant qu'administrateur, il faudra aussi animer le groupe. Donc, c'est encore un autre objectif. Et si on reste sur l'idée du coup d'une page Facebook, ce qui quand même, je pense, concerne la plupart des associations susceptibles d'en créer une, Isabelle, par exemple, se demande à quelle fréquence poster minimum sur Facebook pour donner une image dynamique. Tu vois, je pense que tu disais tout à l'heure poster régulièrement, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 5 Alors déjà, la première recommandation, comme j'ai pu le dire, c'est qu'il faut vraiment se donner des objectifs réalistes, vraiment en fonction de ressources et du temps que vous avez pour le faire. Ce que je veux dire, c'est que ne vous dites pas, il faut que je publie 3 fois par semaine. Si vous savez que ça va durer une semaine et puis 2 semaines, puis la troisième semaine, bah, vous allez plutôt baisser à une, et puis bah, en fait, les 3 prochaines semaines, vous ne publieriez plus rien du tout. Donc, donnez vraiment vous des objectifs qui sont réalistes. Ensuite, d'en publier régulièrement, je pense qu'un minimum un par semaine, c'est bien. Si vous pouvez faire plus, c'est bien. Facebook, ça quand même, vous avez vraiment des réseaux avec du contenu qui vont très vite, comme Twitter, Snapchat. Donc Snapchat, c'est vraiment éphémère. Là, il faudrait vraiment publier au minimum une fois par jour. Facebook, il y a une publication un peu plus dans le temps. Moi, je dirais au minimum une fois par semaine. LinkedIn, les posts durent dans la durée. Donc LinkedIn, par exemple, vous pouvez vous permettre un post tous les 15 jours. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, si vous pouvez faire plus parce que c'est réaliste pour vous, n'hésitez pas à faire plus.
Si vous ne pouvez pas faire plus, tenez-vous un rythme qui est durable dans le temps. Oui, complètement. On avait une question aussi concernant LinkedIn de la part de Anne qui nous demande si on peut créer un profil équipe plutôt qu'un profil personnel et est-ce qu'on peut aimer d'autres posts en tant que page. Alors déjà, en tout cas, oui, on peut aimer d'autres posts en tant que page. Et qu'est-ce que toi, tu recommandes, Agnès, en termes de profil personnel, équipe? Moi, j'aurais tendance à dire que vaut mieux rester sur une page professionnelle et après, chacun son compte. Mais... Oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, il faut vraiment se dire que une page, ça va vraiment être votre association. Vous pourrez être plusieurs administrateurs d'une page parce que l'intérêt peut-être d'une équipe aussi, c'est de se dire on parle au nom de plusieurs. Après, ça peut être se dire en tant que page de l'association, vous parlez au nom de l'association. Et vous pouvez derrière avoir différents administrateurs. Mais avoir en tout cas un profil. C'est bien ça la question, tu me dis si je me forme. Oui. Mais l'équipe en tant que profil n'a pas forcément n'a pas d'intérêt en fait. Parce que autant que moi, profil Agnès, si je souhaite en savoir plus sur Solidatech, je vais trouver plus facilement la page LinkedIn Solidatech que finalement devenir ami, si on peut dire, se connecter exactement, où ça sera plus, il y aura moins une démarche de visibilité d'entreprise, d'association, je veux dire. Très bien. Et pour Ophélie qui demande comment aimer d'autres posts en tant que page sur LinkedIn, ça se fait comment dire, assez naturellement quand vous êtes quand vous avez un compte admin et que vous êtes dans la partie pour réagir aux commentaires, etc., qui ont été faits sur votre page. En fait, c'est par défaut. Ça va être déjà, vous allez être déjà identifié en tant que page Solidatech ou Y. Et après, c'est vraiment pour aimer des posts de manière complètement décorrélée de ce qui concerne votre page. Je crois, Agnès, on a le choix. En gros, on peut sélectionner, comme sur Facebook, en fait, d'ailleurs. Vous avez le choix entre agir en tant que vous-même ou que la page, en général, du coup, selon l'action que vous voulez faire au niveau des commentaires ou bien... on arrive à l'issue de ce webinaire. Je me doute que du coup, beaucoup d'entre vous peut-être doivent filer pour d'autres horizons et d'autres réunions. Si ça vous va, comme on a encore quand même beaucoup de questions, on ne pourra toujours pas répondre à tout, mais on va peut-être déborder de 5-10 minutes grand maximum pour encore répondre à quelques questions dont les réponses du coup seront aussi disponibles sur le replay. Mais voilà, je prends ce petit temps de pause pour vous remercier pour ceux qui doivent y aller, vous remercier pour avoir assisté à ce webinaire et puis on vous envoie le replay, le support, etc. dans les 2 jours. Pour ceux qui restent avec nous, encore quelques petites questions. Comme par exemple, tiens oui, sujet intéressant qu'on n'a pas forcément abordé aussi, évoqué par Johan, qui demande comment gérez-vous le droit à la déconnexion. Alors, tout dépend du coup, Johan, de la manière de fonctionner de chacun. Par exemple, Agnès et moi, vu qu'on n'a pas forcément le même besoin sur le sujet, on ne va pas le gérer de la même manière. Agnès, elle s'est créé un compte, une page, enfin un compte, un profil, je vais y arriver, Facebook en propre qui n'est que lié au travail. Donc, en fait, elle n'a aucune raison de s'y connecter en dehors de ses heures de travail. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu eu la flemme, soyons honnêtes, de faire ça. Et donc, moi, ça ne me dérange pas de voir sur le dimanche une notification comme quoi vous avez aimé tel article, ça m'est égal. Donc, voilà. Mais sinon, vous pouvez tout à fait imaginer de créer comme ça un profil pro à proprement parler. Pour LinkedIn, franchement, c'est transparent. Quand on est sur notre application à titre personnel, on n'est pas et qu'on ne va pas voir la page, on n'a pas les informations de ce type-là, donc il n'y a pas besoin de créer un compte supplémentaire. Pour Twitter, de toutes les façons, on gère on se connecte avec les identifiants pas nos identifiants propres. Donc en fait, honnêtement, ça se gère assez bien, quitte à, dans l'exemple de Facebook, créer un profil propre. Et j'ai envie de dire, juste pour compléter, je suis entièrement d'accord et je suis complètement alignée aussi avec toi. Ça dépend aussi de la capacité, si on peut dire, de chacun à se déconnecter. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident et on a tendance, on reçoit énormément de notifications
mes notifications, toujours, pas que réseaux sociaux non plus. Et c'est vrai que des fois, ça peut être difficile aussi de se déconnecter, mais il faut vraiment apprendre aussi à se déconnecter et s'il y a besoin, effectivement, ne pas hésiter à créer un autre profil qui soit consacré que à sa démarche professionnelle et bien du coup faire la différence entre les deux. Et juste par exemple, pour compléter par rapport à ce que tu disais, tu donnais l'exemple que moi j'avais un autre profil Facebook uniquement consacré au travail, ce qui est complètement vrai. Et au niveau aussi des usages numériques, donc j'ai un téléphone perso et un téléphone pro. Et mon téléphone perso, il n'y a rien du tout de connecté avec le Facebook du travail. Voilà, donc c'est aussi une précision aussi que je voulais compléter. Très bien. Une question générale de la part de Bénédicte sur les différents réseaux sociaux que tu as pu présenter. Est-ce que tu as noté une uniformité de l'utilisation des réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'au fil de tes recherches, tu as peut-être pu trouver des différences notables à relever? Moi, j'aurais tendance à croire que c'est assez uniforme. Mais... Ouais, alors moi, je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. En gros, est-ce qu'à l'échelle du territoire français, donc selon les grandes villes, les campagnes, peut-être le nord, le sud, etc., est-ce qu'il y a des disparités si je caricature, en gros, oui, à la campagne, ils n'utilisent que Facebook et dans les grandes villes que Instagram. Non, et c'est vraiment, enfin, quand il y a des études qui ressortent, enfin, qui sont publiées, c'est vraiment à l'échelle nationale. C'est vraiment en France, la majorité, c'est plutôt telle tranche d'âge, plutôt féminin, masculin et plutôt jeune ou au milieu professionnel. Mais non, enfin, il n'y a pas de différence remarquable, en tout cas, si on est plutôt en ville ou en campagne. Ça marche. On n'a pas évoqué, par exemple, WhatsApp, comme le suggère Clarisse, parce que WhatsApp, c'est plus un outil de communication interne qu'un réseau social. Donc, ça explique pourquoi on n'en a pas parlé. Telegram, dont vous parlez également, Clarisse, j'avoue que là, je ne connais même pas. Mais à mon avis, c'est peut-être le même genre. Donc voilà, ça peut être un moyen de communiquer entre, par exemple, avec des bénévoles, etc. Si d'un point de vue des connexions, justement, ça ne les dérange pas, mais d'utiliser ce genre de support. Mais c'est un petit peu encore un autre sujet, si je puis dire. Tu es d'accord avec moi, Agnès? Oui, non, complètement. C'est vrai que WhatsApp, on a pu le voir en tout cas dans les réseaux, WhatsApp est un réseau social qui fait bien partie des réseaux les plus utilisés en France. Mais effectivement, c'est plus un outil de communication entre bénévoles, entre adhérents, que vraiment un outil pour communiquer de son activité auprès du grand public ou auprès d'une cible. Et on a une question d'Alain qui demande quel réseau utiliser pour les plus de 70 ans. Je pense que je dirais Facebook. Enfin, on va dire s'il y en a un sur lequel ils vont être plus présents, j'aurais tendance à dire Facebook. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Par rapport au pourcentage que je vous donnais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait 32% qui utilisaient. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que sur Facebook, finalement, il n'y a pas d'âge dominant, contrairement à d'autres plateformes. Et c'est vraiment une plateforme où vous allez vraiment retrouver une majorité des personnes. Donc, les personnes, effectivement, des plus de 60 ans seront, je pense, aussi plus présentes sur Facebook que d'autres réseaux sociaux. Très bien, très bien. Et une question d'Olivier, qui peut concerner aussi les différents réseaux sociaux, pour savoir quel réseau pour améliorer son référencement sur Google. Je pense qu'en fait, le fait d'être sur des réseaux sociaux qui ont une grande visibilité, comme que ce soit justement Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., vont avec une page qui fait régulièrement des renvois, par exemple sur votre site internet, etc. Ça va participer au bon référencement de votre site internet, mais je ne pense pas que l'un ait plus de poids que l'autre. Agnès, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Non, je suis d'accord. Après, effectivement, plus on va relayer des liens vers notre site internet, plus ça va aider au référencement.
Une chose aussi où on pense moins, c'est sur les images qu'on va publier sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout, renommer vos photos. Il ne faut pas que ça s'appelle image 6000. Renommez bien avec également des mots-clés parce que du coup, elle va être sur le web au même titre que vos autres images qui pourront être publiées sur votre site internet. Et pas rare, en tout cas, si vous recherchez par exemple des mots-clés par rapport à votre structure, si vous allez dans les images, c'est pas rare de retrouver des images qui finalement étaient publiées sur vos réseaux sociaux et pas forcément sur votre site internet. Donc oui, ce qui va aider à aider au référencement, c'est tous les liens qu'on va partager et également aux photos ou vidéos qu'on va pouvoir aussi diffuser, mais bien renommer en tout cas ces intitulés. Et pour moi, effectivement, il n'y a pas de réseau mieux qu'un autre qui vont aider au référencement. Juste, je ne pense pas qu'il y ait un réseau mieux qu'un autre, mais tout dépend là aussi de ce que vous souhaitez communiquer. Mais bien avoir en tête que LinkedIn, c'est vraiment en tout cas un réseau pour montrer son savoir-faire, montrer son expérience. Donc ça peut être aussi, LinkedIn peut aussi être utilisé pour rédiger des articles en se positionnant pardon, autant qu'expert d'un sujet et du coup renvoyer vers votre site internet ensuite. Très bien. Et bah, écoutez, étant donné le timing, je crains qu'on ne s'arrête là, même si il nous reste voilà, 80 réponses, 80 questions auxquelles on n'aura pas toutes pu répondre. On est désolé, mais on espère déjà que ça vous a bien éclairé sur quel réseau social peut être pertinent pour votre association en fonction de votre activité, de votre cible, etc. Et puis quelques bons tuyaux par-ci, par-là. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Agnès pour ta présentation. Merci Abby pour la modération à mes côtés. Et puis, on vous dit à bientôt. On a un prochain webinaire, c'est le 15 avril pour vous faire une présentation beaucoup plus exhaustive que celle en début de présentation sur tout ce qu'on propose chez Solidatech. J'ai vu que certains étaient intéressés par voilà, ce qu'on faisait comme accompagnement, etc. Et ben, rejoignez-nous le 15 avril, ce sera le moment d'en parler. Et puis, prochain webinaire encore après fin avril sur la cybersécurité. Voilà, c'est un tout autre sujet encore, mais passionnant également. Passez une bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.